Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 12h30, 14h, Philippe David. Le face-à-face de Philippe David, spécial sur l'état de l'armée française à la veille du 14 juillet. Nous avons avec nous le général de corps aérien Bruno Clermont, Jean-Baptiste Noé, directeur de la revue Conflit, et Raphaël Chevancy, auteur de Les nouveaux visages de la guerre, comment la France doit se préparer au conflit de demain, publié chez VA Éditions. Oui, demain, comme tous les ans, aura lieu le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, bien évidemment. Un défilé qui a cette année une valeur particulière, puisque c'est le premier depuis l'annonce en avril dernier de la loi de programmation militaire qui prévoit un coup de collier pour le budget de la défense pour atteindre 69 milliards en 2030 contre 32 en 2017. Après des années de vaches maigres, dans quel domaine les efforts vont-ils porter principalement? Dans quel domaine les besoins sont-ils les plus importants? L'armée française est-elle encore parmi les plus puissantes du monde? Notre force de frappe nucléaire est-elle encore dissuasive? Est-ce qu'on va faire un jour, on parle de tests du côté de Biscarrosse, des missiles hypersoniques comme les Sarmat russes? Comment seront les guerres du futur? Notre industrie d'armement est-elle encore à la hauteur? On va essayer d'évoquer tous ces sujets aujourd'hui. On attend vos appels au 0826 300 300. On va commencer par la loi de programmation militaire. Général Bruno Clermont, est-ce qu'elle va permettre à notre armée de se remettre à niveau si elle n'y était plus ? Alors, on peut peut-être rappeler que cette loi de programmation militaire remplace une loi précédente qui a été votée pour 2019-2025, qui s'appelait une loi de réparation, qui faisait 295 milliards. Et donc, en raison de la guerre en Ukraine, il a été évalué de nouvelles capacités nécessaires à l'armée française, qui a conduit à cette nouvelle loi de programmation militaire, 413 milliards, de 2024 à 2030. C'est un effort considérable pour la nation. C'est un effort considérable parce que nous avons, à la différence de beaucoup d'autres pays, deux composantes à faire vivre, la composante nucléaire et la composante conventionnelle. On en reparlera. Notre composante nucléaire est une composante de première classe. Nous sommes parmi les meilleurs au monde. Elle est efficace, elle est modernisée. Elle sera au rendez-vous de la mission qui lui est confiée. En ce qui concerne les forces conventionnelles, c'est plus compliqué puisque le choix de la loi de programmation militaire n'a pas été celui de faire une armée de masse, une armée de quantité, mais plutôt de donner de la cohérence à l'armée actuelle, qui est une armée, d'un point de vue conventionnel, qui reste malgré tout de taille réduite, et on pourra en parler et comparer avec les autres armées. On peut dire embryonnaire ? Embryonnaire, non. Échantillonnesque ? Alors échantillonnesque, c'est aussi exagéré. C'est le simple fait qu'on a toutes les capacités dans les trois armées, et même au-delà, puisque la guerre, c'est plus que trois armées aujourd'hui, c'est du multi-champ, multimilieu, donc ça nécessite des capacités bien plus complexes que la guerre d'il y a 30 ans, et de ce point de vue-là, on a des domaines dans lesquels on n'a pas suffisamment de force, ça c'est certain. Raphaël Chevancy. Oui, merci. Effectivement, il y a dans l'armée française actuelle un défaut de masse, mais qui est dû à la particularité de nos engagements et de nos contraintes. Savoir que le général en a parlé à l'instant, nous avons une composante nucléaire, mais la France n'aurait pas pu faire le choix de la masse sans se régionaliser, sans se provincialiser. La masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir l'Europe, ça veut dire mettre tous nos moyens sur l'Europe et renoncer au reste du monde. Or, la France est une puissance globale et elle doit réussir à résoudre cette équation extrêmement difficile qui consiste à être une nation cadre en Europe qui compte, qui consiste à demeurer une puissance nucléaire de premier rang pour assurer son statut et qui consiste à exercer ses responsabilités mondiales. Jean-Baptiste Noé. La question des moyens se pose d'abord par rapport aux objectifs. C'est-à-dire quel est l'objectif de la France dans le monde et à quoi doit servir son armée? C'est ça le vrai sujet. Est-ce que c'est protéger uniquement les frontières de la France métropolitaine? Est-ce que c'est répondre à des objectifs internationaux comme des interventions en Afrique ou ailleurs? Protéger également les Outre-mer? Et je trouve qu'un des problèmes de cette loi de programmation militaire, au-delà des questions de chiffres et autres, c'est qu'on n'a jamais posé la question du pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Quelle est la place de la France dans le monde? À quoi va servir ce matériel? Et cette question du pourquoi, qui est une question d'ordre existentiel, pourquoi on fait les choses, on se garde toujours bien de la poser. Alors, concernant nos forces conventionnelles, on va commencer par l'armée de terre. On avait massivement réduit la voilure. On était par exemple passé d'une division à une brigade parachutiste. On avait plus de 1348 chars lourds opérationnels à la chute du mur de Berlin, au 1er janvier 90 donc, contre à peine 200 aujourd'hui. L'armée de terre comptait 296 000 hommes au 1er janvier 89, contre un peu plus de 120 000 aujourd'hui. Quelles sont les priorités? Les hommes, le matériel ou les deux? Alors je pense qu'il n'y a pas de priorité à mettre ni sur les hommes ni sur le matériel, mais sur les deux. Et ce qui est important, c'est d'avoir un outil qui soit cohérent et efficace. Général Clermont, les hommes, le matériel, les deux. En fait, la réponse, c'est important, c'est les capacités.
Les capacités, c'est des hommes, du matériel, des doctrines, de l'entraînement. Donc le choix de la loi de programmation militaire, c'est d'avoir des capacités opérationnelles, d'avoir suffisamment de munitions, d'avoir la bonne doctrine, d'être interopérable avec les forces de l'OTAN, d'avoir des capacités qui nous permettent de faire la guerre réellement. On l'a vu, la question des munitions, elle est critique. On a découvert qu'on n'avait pas de munitions. Une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas de guerre en perspective. Donc les opérations dans lesquelles on participait et des opérations qui consommaient très peu de munitions. Donc nous avions très peu de stocks de munitions. Aujourd'hui, il faut reformer les stocks de munitions. C'est une des priorités de cette loi de programmation militaire. Mais ça a été évoqué. Dans la mesure où nous estimons que nous avons des alliances importantes, et en particulier l'OTAN, on parlera peut-être du rôle de l'OTAN et du poids des Américains dans l'OTAN, on considère qu'on sera une des nations parmi d'autres au sein de l'OTAN, avec l'OTAN, pour faire des opérations de grande envergure, les fameuses opérations de haute intensité qui justifient le fait qu'on n'est plus les 300 000 hommes de l'armée de terre des années 80-90, mais que l'armée de terre est passée à une centaine de milliers d'hommes, qu'elle est aujourd'hui plus capable de mettre en œuvre qu'un niveau division. On n'a pas de corps d'armée. En 89, il y avait une première armée avec 2 corps d'armée, même 3 corps d'armée. Aujourd'hui, on n'a pas cette quantité qui permet de tenir ce type d'opération, mais elles seront faites en coalition avec d'autres pays. Jean-Baptiste Noé. Alors les deux, évidemment, mais je voudrais revenir sur la question des hommes pour ajouter deux points qui me paraissent intéressants aussi, notamment la question de la réserve. Parce que c'est un vieux serpent de mer lorsque le service militaire a été suspendu, a été projeté d'avoir une réserve très importante. On envisageait quasiment 500 000 hommes dans la réserve. Ça n'a jamais été mis en place. Et on voit bien que si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une réserve, en fait, on ne sait pas quoi en faire, comment former ces réservistes, où les mettre. Et c'est un sujet qu'on n'a pas encore résolu depuis une vingtaine d'années. Et puis je vois aussi sur des plus jeunes, j'ai pas mal d'étudiants dans ce cas-là, qui s'engagent plein d'entrain dans la réserve. Et puis on les envoie faire sentinelle, c'est-à-dire en fait faire un boulot de vigile pour garder les gares ou les aéroports dans les villes de province. Et ça les dégoûte. Alors certes, ils ont un uniforme et puis ils ont un côté un peu militaire assez sympathique, mais on est en train de dégoûter une jeunesse qui aimerait pouvoir s'engager. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel il faut répondre. Général Clermont, vous voulez réagir sur la réserve ? Non, c'est effectivement une priorité de la programmation militaire, doubler le nombre de réservistes pour arriver à, je crois, c'est 80 ou 100 000. Aujourd'hui, on en est très loin. Je crois qu'il y a 25 000 réservistes dans l'armée de terre. Les difficultés sont multiples. Elles sont en particulier liées au financement des journées de réserve. Aujourd'hui, la moyenne des réservistes sur les 3 armées, c'est une trentaine de jours, dont la moitié prise sur les vacances. Donc si on veut des réservistes, il faut donner des contreparties aux entreprises pour que les jeunes qui choisissent la réserve, ou les moins jeunes, puisqu'on peut être réserviste jusqu'à, je crois, 67 ans, officiellement, les entreprises compensent le manque à gagner du fait que leurs employés partiront faire de la réserve au profit de l'armée. La réserve, c'est un enjeu ? Alors, la réserve est un enjeu crucial, effectivement, pour nous assurer une certaine profondeur en termes de masse, de densification, mais également, et là je m'inscris un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous avez dit, Jean-Baptiste. Oui, effectivement, certains jeunes peuvent être déçus par leurs engagements. C'est pas le cas de tous, puisque je suis moi-même parti en opération avec des réservistes. Surtout, la réserve aujourd'hui, ce sont de nouvelles compétences, et des compétences qui manquent au sein des forces armées. Et c'est également la création d'un nouveau lien armée-nation, qui est extrêmement intéressant, qui permet aux deux mondes qui s'ignorent un petit peu de s'interpénétrer, qui permet également d'élargir notre champ d'action. Vous parliez tout à l'heure d'intervention multichamp, multidomaine. C'est quelque chose que les anglo-saxons font très bien et que les Français commencent à découvrir. Un mot pour conclure, effectivement, je crois que Jean-Baptiste a évoqué la question de Sentinelle. C'est particulier, les Sentinelles. C'est des missions qui ne sont pas très excitantes pour les jeunes soldats qui pratiquent cette mission. Et effectivement, ça peut les avoir découragés. Mais je confirme le fait que moi, tous les gens, et j'ai interrogé chaque fois que je vois un réserviste de quelque armée que ce soit, je demande est-ce qu'il est content d'être réserviste. Ils sont contents d'être réservistes, mais ils aimeraient pouvoir faire plus de jours de réserve. Donc la réserve, ça marche, à condition qu'on y mette les moyens et qu'on trouve les bons postes pour les réservistes. Berkoff, dans tous ces états, on continue ce débat passionnant sur le niveau de notre armée. Tiens, on va continuer avec l'armée de l'air. Vous connaissez bien Général Clermont. On va parler aussi de la Royale, la Marine. Vous voulez réagir ? Un seul numéro, le 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Retour sur ce débat sur le niveau de notre armée en compagnie du général de corps aérien Bruno Clermont, consultant de la Fairfax Défense et Aéroconseil, Jean-Baptiste Noé, directeur de la rédaction de la revue Conflit, et Raphaël Chauvency, officier supérieur chargé de cours en intelligence stratégique à l'école de guerre économique, auteur d'un livre Les nouveaux visages de la guerre qui a gagné le prix de la plume et l'épée, publié chez VA Éditions. On a parlé de l'armée de terre, on va parler de la marine. Désolé mon général, on finira par l'armée de l'air. On nous a promis un PANG, un
porte-avions de nouvelle génération, puisqu'on n'a qu'un seul porte-avions, et qu'un porte-avions, ça passe 6 mois par an en entretien et 6 mois par an sur les mers. Donc on a un porte-avions à mi-temps. C'est ça. Est-ce que la construction doit commencer dans à peu près 3 ans pour une livraison une dizaine d'années plus tard? Est-ce que on a encore le niveau de notre marine, tiens, Jean-Baptiste Noé? Oui, alors on a en Europe en tout cas une des plus belles marines, ça c'est important, et sur des aspects on est même devant la marine anglaise, donc réjouissons-nous, c'est quand même... On leur fait un coup de Trafalgar. Voilà, c'est quand même très bien. La question du porte-avions, c'est une longue question, ça a longtemps été en suspens. Il faut quand même reconnaître que la guerre en Ukraine a changé pas mal de choses, et que ça a permis de libérer certains crédits qui n'auraient pas forcément été faciles à négocier s'il n'y avait pas eu cette invasion, mais le porte-avions ne fait pas tout. Et c'est que la marine a aussi besoin d'autres éléments, notamment le porte-avions s'inscrit dans un ensemble de protection, avec des frégates, des corvettes, des hélicoptères, etc. Et même des sous-marins. Et des sous-marins. Donc il faut l'ensemble. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie est extrêmement faiblement protégée. Vous avez 1 ou 2 bâtiments seulement pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et des mers environnantes. Donc on a aujourd'hui une marine qui est très performante sur bien des aspects, mais qui là aussi, comme l'armée de l'air ou l'armée de terre, manque d'armes, manque de navires, pour assurer même la protection et la surveillance du domaine maritime français, puisque la France a cette particularité d'avoir le 2e domaine maritime au monde. Donc c'est une très bonne chose. Derrière les USA. Mais il faut pouvoir après le défendre. Notre marine est à la hauteur, comme vous voulez, Raphaël Chauvency ou Général Clermont, quand on sait, par exemple, que la marine chinoise reçoit tous les 4 ans l'équivalent du nombre de bâtiments de la marine de guerre française de la Royale. Peut-être qu'on a oublié de commencer par la phrase la plus importante, qui est de dire que les Français ont raison. Pardon, les Français ont raison d'être très fiers de leurs armées, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine. On a sans doute les plus belles armées en Europe, mieux équipées, mieux entraînées, les plus motivées et les plus opérationnelles. Je pense qu'il faut le rappeler en permanence dans ce débat. Maintenant, on a parlé de l'armée de terre. En ce qui concerne la marine, la particularité, c'est qu'elle est très consommatrice en équipement. Il faut se défendre, opérer sous l'eau, opérer sur l'eau et opérer au-dessus de l'eau. Et tout ça à travers l'ensemble de la surface du globe dans un milieu qui est très agressif, qui est la mer salée et qui sont les courants et qui sont les tempêtes et la mauvaise météo. Donc elle consomme beaucoup de matériel. Et en ce qui concerne l'équilibre, on parlait de l'efficacité, des capacités et le nombre de moyens, il est évident que la marine n'a pas assez de capacité. L'exemple en est le porte-avions. Un seul porte-avions qui est opérationnel, non pas une semaine sur 2, mais plutôt il est en arrêt une semaine sur 3. On voit que ça pose des problèmes. Le jour où on a besoin du porte-avions, c'est pas la disponibilité du porte-avions qui va décider de la date de la guerre. C'est clair. Donc en théorie, on devrait avoir au moins 2 porte-avions pour assurer la permanence de la mer. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible parce que le budget ne le permet pas. Il faut être conscient d'une fait que les limitations de ce budget, elles ne sont pas liées au fait que les 413 milliards, c'est un très beau chiffre, un chiffre très honorable, surtout quand on sera en 2030, parce que l'instant, 69 milliards, c'est en 2030. Oui. Mais le problème, c'est qu'on doit rattraper 25 ans de sous-investissement dans le domaine de la défense. 25 ans pendant lequel le PIB, c'était plus près de 1% que de 2%. Et c'est pendant ces 25 ans qu'on a perdu les savoir-faire, du matériel, des canons, des chars, de l'artillerie, des avions, des bateaux. Et donc aujourd'hui, rattraper ce retard, eh bien c'est la difficulté, et ces 413 milliards ne permettent que de rattraper une partie. Raphaël Chauvency. La marine est une arme stratégique par excellence, c'est-à-dire que il faut se rappeler à quoi sert notre marine nationale. Sur le plan tactique, si elle devait faire la guerre toute seule, elle serait un peu faible numériquement. N'empêche qu'elle remplit aujourd'hui parfaitement son rôle stratégique, c'est-à-dire qu'elle dispose de bâtiments que les autres n'ont pas, que seules les très grandes puissances ont, c'est-à-dire porte-avions, même s'il n'y en a qu'un seul. Le porte-avions remplit son rôle au niveau stratégique, même si au niveau tactique, il y a un manque. Nos sous-marins nucléaires remplissent leur rôle stratégique également. Les SNLE et les SNA, c'est les lanceurs d'engins et d'attaque. Tout à fait. Je ne veux pas embêter vos auditeurs parce que c'est un peu compliqué, mais je vais simplifier. En France, il y a 2 types de forces, les forces nucléaires et les forces conventionnelles. Les forces nucléaires, elles sont de première classe, mais pour qu'elles fonctionnent, elles ont besoin de l'accompagnement des forces conventionnelles. Supposons qu'on ait une montée en puissance très violente de la dissuasion nucléaire pour une menace directe sur le territoire de la France, qui fait que le président demande une montée en puissance. Eh bien, une grande partie de nos forces conventionnelles va être dédiée à la montée en puissance des forces nucléaires. Donc il y a un continuum entre les forces nucléaires et les forces conventionnelles. Et aujourd'hui, le format de nos forces conventionnelles ne permet pas d'assurer le continuum de cette montée et également des missions conventionnelles du niveau de ce que doit être le niveau de la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, vous parlez de format, effectivement. Je pense que le grand changement, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un monde qui est plus difficile
difficile, plus dangereux. Il y a une vision stratégique qui a manqué. Et on peut espérer qu'en termes de matériel et de programmation, justement, nous puissions enfin avoir une vision longue. Je prends un exemple typique, c'est le programme des FREMM, donc nos frégates. Frégates multimissions. Tout à fait. Les frégates multimissions, 17 avaient été commandées. De rabotement en réduction budgétaire, finalement, 8 ont été livrés pour le prix de 17. Oui. Ah oui, effectivement. Et puis à la place des FREMM qui manquent, on a mis des FDI qui sont des frégates de taille intermédiaire. Les frégates françaises sont moins bien équipées que les frégates qu'on va livrer à la Grèce là ces prochains jours. Donc on a dû faire des coupes parce que les budgets n'étaient pas là. C'est pour ça que il est important de comprendre que les 413, c'est très bien, milliards. Ils ne sont pas suffisants pour rattraper 25 années de sous-investissement dans nos équipements, de vaches maigres. Là, je suis obligé de vous laisser la parole. On parle de l'armée de l'air. Sujet que vous connaissez parfaitement bien en tant que général de corps aérien. Une question, on vend nos Rafales d'occasion. Là, on va en passer encore 26, a priori 9 des Rafales marines pour l'Inde. Très bien. Est-ce que notre armée de l'air est encore au niveau? Parce que je crois que là, cette année, c'est l'année où on a le moins d'avions, puisqu'on en a livré beaucoup d'occasions à des pays comme la Grèce, la Croatie, etc. D'abord, maintenant, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Absolument, vous avez raison. Également, on a, ça c'est aussi une évolution importante. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont passé ce cap. Il se trouve que il y avait les Russes avant nous, qui avaient les forces aérospatiales. Il y a les Américains qui ont créé une armée de l'espace, mais qui est séparée de l'armée de l'air. En France, c'est un continuum entre les avions qui volent vite en basse altitude et puis les satellites qui sont dans l'espace exotique. L'armée de l'air, elle est dans la même situation que la marine, c'est-à-dire que elle est stratégique, elle a des missions stratégiques. En ce moment, vous avez une dizaine de Rafales qui sont en train d'être projetés à l'autre bout du monde dans le cadre d'un exercice de présence et de projection de puissance. Ils sont à 18 km de la France, ils sont partis très rapidement. Mais comme les autres armées, elle souffre du fait qu'elle n'a pas assez d'avions. On va prendre l'exemple des Rafales. Typiquement, l'armée de l'air, son premier Rafale est rentré en service en 2004. On l'est donc 20 ans après, elle en a toujours qu'une centaine. Et effectivement, sur la centaine, on va en prélever une quantité pour servir des clients export qui sont très pressés d'avoir des Rafales, et ces Rafales seront livrés plus tard. Il se trouve que ces Rafales qui sont prélevés ne seront pas livrés dans la loi de programmation en totalité, loi de programmation 2024-2030, mais ils seront terminés livrés en 2032. Donc on voit que la montée en puissance de nos armées, elle est toujours sujette à une question qui est essentielle, c'est la part du budget que la France est prête à consentir dans tous ses équipements. Jean-Baptiste Lenné sur l'armée de l'air. Oui, je ne rajoute pas ce qui a été dit sur le Rafale. Il y a un autre élément qui est aussi pour la partie aérienne, qui est la question des drones. On a vu que ça a été un aspect essentiel dans la guerre au Karabakh et puis en Ukraine. Et là aussi, on a différents modèles. Et ces drones posent aussi la question de leur usage. Et comme à chaque fois, le matériel s'accompagne de la question de l'usage du matériel. Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'emploie dans les forces? Donc ça suppose à la fois des efforts financiers, mais aussi des efforts de doctrine, des efforts de formation des officiers et des soldats, ce qui oblige l'armée, et c'est tout à son honneur, de régulièrement actualiser sa doctrine. L'armée de l'air, au niveau, Raphaël Chorancy? Une armée de l'air qui est aujourd'hui au niveau pour ce qu'on lui demande, qui est en train de se transformer en vue de ses missions futures. Je pense qu'il y a un danger majeur qui n'est pas forcément le danger du nombre d'avions que nous avons aujourd'hui, qui est le danger de notre base industrielle et technologique de défense. Serons-nous capables de faire des avions demain? Serons-nous capables de le faire seuls ou avec des alliés? Avec quels alliés? Pouvons-nous compter sur les Allemands? À terme, l'industrie aéronautique européenne devra se concentrer. À titre d'exemple, les Européens utilisent aujourd'hui 20 types de chasseurs différents. Les Américains en ont 6. Donc le coût de production de ces avions est trop important pour être soutenable à terme. Une question justement, Rafale d'assaut qui prend des contrats avec l'Inde, mais quand on voit le SCAF... Peut-être rassurer Raphaël, dans pas longtemps, tous les Européens seront sur F-35. Donc il n'y aura plus qu'un seul type d'avion en Europe, sur le F-35. C'est beau la solidarité économique européenne. De ce côté-là, la préférence américaine joue plein pot en Europe. Non. Sur l'affaire de l'armée de l'air et la première armée de l'air en Europe, je crois qu'il n'y a aucun doute sur ses matériels, sur son entraînement et ses capacités. Elle est même passée devant la Royal Air Force, qui est restée longtemps officiellement la meilleure armée de l'air en Europe. Aujourd'hui, c'est l'armée de l'air française. Elle a des bons équipements. Grâce au Rafale, grâce au MRTT, la 330 MRTT Phoenix, Multi-Role Transport Tanker, qui est à 330, qui permet de ravitailler en vol et de projeter du personnel et du matériel sur les théâtres d'opération. Un avion qui s'appelle la 400M, qui a eu beaucoup de mal à arriver à maturité, la 400M d'Airbus, mais aujourd'hui qui est un très bon avion. C'est un avion de transport de troupes, notamment de matériel. De transport tactique de troupes de matériel, qui malheureusement à nouveau lui est commandé en trop petite quantité, jusqu'à 25 commandés alors que l'armée de l'air en a besoin de 35. Donc on est toujours
face à ce même problème, c'est que on a la plus belle armée de l'air et les plus belles forces armées en Europe, mais elles n'ont pas la taille suffisante pour remplir l'ensemble du spectre de leur mission. Un mot, Jean-Baptiste. La question industrielle est fondamentale, effectivement, parce que sur les chasseurs. Alors sur les chasseurs, sur les navires aussi, c'est-à-dire qu'on est également sur une chaîne, donc il nous faut des ingénieurs. Je pense à une entreprise comme Naval Group a beaucoup de mal à recruter des ingénieurs. Dassault a aussi quelques difficultés parce que on va expliquer aux ingénieurs qu'il faut faire du nucléaire, qu'il faut faire des panneaux solaires ou des éoliennes, et vous avez des secteurs de l'industrie lourde qui ont du mal à recruter. Et si on n'a pas la chaîne entière de l'ingénieur jusqu'à celui qui à l'ouvrier et celui qui pilote l'avion, l'armée ne peut pas fonctionner. C'est un enjeu, ça notamment. Le SCAF, vous me passerez l'expression, c'est un piège pour tuer Dassault, comme le disent certains. Le SCAF, c'est l'avion du futur. Hein. Le SCAF, en fait, est une nécessité. Le SCAF est une nécessité puisque la France seule aurait du mal, je viens de vous le dire, créer son futur avion pour des raisons budgétaires. Imaginons qu'elle le fasse pour le prochain, pour le suivant, ce ne serait pas possible. Donc la France a impérativement besoin de partenariat. Est-ce que le partenaire était bien choisi ou non? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, de fait, tous les avionneurs européens sont obligés de se rassembler. C'est ce qu'ont fait les Britanniques en trouvant d'autres partenaires également. Le général Clermont veut réagir, je crois, sur le SCAF. On aimerait bien que le SCAF soit l'avenir de l'armée de l'air française, mais la façon dont il est parti, lancé en 2017, on est 6 ans après. On en est toujours à la phase d'études, laisse quand même un peu de préoccupation quant au fait que ce programme va déboucher avant 2070. Hein. Or, il y a une alternative au SCAF, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on travaille sur le SCAF dans les conditions difficiles qu'on connaît, donc cet avion de combat de demain connecté avec des drones qui l'accompagneront, on continue à faire voler le Rafale, on va parler de dissuasion nucléaire et d'armes hypersoniques. On a un standard du Rafale qui s'appelle le standard F5, qui doit être prêt pour 2035, et qui sera un standard qui amènera un missile hypersonique pour la mission nucléaire, et qui pourrait être aussi accompagné par des drones. Donc on peut faire un SCAF franco-français sur la base du Rafale. Pour l'instant, c'est pas le choix. On continue sur les deux voies. La voie de coopération avec l'Allemagne et l'Espagne dans ce portage dont on espère qu'il aboutisse. Et malgré tout, il y a un plan B qui est un plan plus national avec un super Rafale et un drone de combat. Berkov, dans tous ces états, on a fait le tour des forces conventionnelles. Dans quelques instants, on se retrouve pour parler de la force de dissuasion nucléaire. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et on parle de l'état de notre armée à la veille du défilé en compagnie du général de corps aérien Bruno Clermont, consultant dans Fairfax Défense et Aéroconseil, Raphaël Chauvency, officier supérieur chargé de cours en intelligence stratégique à l'école de guerre économique, auteur de Les nouveaux visages de la guerre, comment la France doit se préparer au conflit de demain, publié chez VA Éditions, qui a gagné le prix de la plume et l'épée, et Jean-Baptiste Noé, directeur de la rédaction d'une excellente revue qui s'appelle Conflit. On a parlé des forces conventionnelles, parlons des forces nucléaires. Est-ce que aujourd'hui notre force nucléaire, elle a deux axes, les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins avec les missiles M51, et les Rafales marines et l'armée de l'air avec les ASMP, les missiles de croisière air-sol moyenne portée améliorés nucléaires. Je crois que c'est AN d'ailleurs à la fin maintenant. Est-ce qu'il faut moderniser notre force de frappe nucléaire? Et est-ce qu'on va faire, on a vu un essai il y a quelques jours à Biscarrosse, des missiles hypersoniques comme les Russes l'ont par exemple avec le Sarmat? Qui veut réagir La réponse vous avez porté des ASMP sous votre Mirage, donc vous connaissez. Moi, j'ai commandé un escadron de Mirage 2000 N nucléaire, porteur de la SMP dans les forces aériennes stratégiques, et j'ai commandé une base nucléaire, donc c'est un sujet que je suis. D'abord, pour répondre à votre question, la décision est déjà prise. La loi de programmation militaire qui a été votée, visiblement, parce qu'elle a été votée, je crois, maintenant, et par l'Assemblée et par le Sénat, prévoit le renouvellement de nos deux composantes de dissuasion nucléaire. De nouveaux sous-marins lanceurs d'engins de troisième génération, un Rafale au standard F5 qui portera une nouvelle arme, qui est une arme hypersonique qui s'appelle l'ASN 4G, air-sol nucléaire 4e génération, une arme, un missile de croisière qui va voler dans les basses couches à plus de Mach 5. Donc ça, c'est décidé. Non seulement il est décidé, mais en plus il impacte directement la loi de programmation parce qu'il va coûter 50 milliards. 50 milliards pour une modulation qui n'aura lieu que bien au-delà de la loi de programmation, en 2038. Donc ces 50 milliards, aujourd'hui, ils ne servent pas à gagner la guerre de haute intensité de demain. C'est un investissement dans la durée. Ceux qui ont manqué dans les années précédentes, c'est un investissement indispensable pour qu'on soit toujours opérationnel au-delà de 2038-2040. Donc la décision est prise. Oui, nous aurons des armes hypersoniques. De réaction, Raphaël Chauvency, notre force de frappe nucléaire, elle doit être modernisée ou pas? Alors, comme vient de dire elle est encore opérationnelle. Il y a comme peu de pays qui ont l'arme nucléaire. Hein. Officiellement, il n'y en a que 9, si mes calculs sont bons. Il y a 5 dotés et les autres ne sont pas officiels. C'est ça, c'est-à-dire Pakistan, Inde, Israël et Corée du Nord. Et 4, on le sait, mais on ne veut pas le savoir. Les officieux, en fait. Tout à fait. Non, mais comme l'a très bien dit le général, aujourd'hui, la qualité de la dissuasion nucléaire française est exceptionnelle, fait partie des toutes premières au monde. Et pour maintenir ce standard, il ne s'agit pas de changer de standard, il s'agit de rester
au sommet de ces standards d'efficacité, ces standards de dissuasion, effectivement, la décision a été prise. Jean-Baptiste Noé, notre force de frappe, vous dans Conflit, vous écrivez sur toutes les forces de frappe. La force de frappe française, alors évidemment, c'est pas les 6000 ou 7000 missiles russes ou américains, mais par rapport aux Anglais ou même aux Chinois, on tient encore la route? Alors on tient encore la route, mais ce qui est important aussi de préciser, c'est que beaucoup de gens vont se dire mais la force nucléaire, ça ne sert à rien, ça coûte extrêmement cher et finalement on ne fait pas la guerre nucléaire. Donc à quoi ça sert? Est-ce que c'est encore utile d'avoir une arme nucléaire? Et c'est des questions qui étaient posées il y a encore quelques années. Et à cela, on peut quand même faire remarquer que vous avez beaucoup d'États qui n'ont pas l'arme nucléaire, qui veulent s'en doter. Donc a priori, si ça ne servait à rien, personne n'essaierait de l'avoir. Or, on a une prolifération nucléaire, notamment en Asie, avec le Pakistan, avec la Corée du Nord, avec l'Inde, et la Chine, d'où l'importance de l'avoir. Et le deuxième aspect, c'est que l'arme nucléaire est d'abord une arme de dissuasion. Donc le but, c'est pas de l'utiliser en envoyant des missiles, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de s'en servir. C'est le propre de la dissuasion. Et cet aspect de la dissuasion est l'élément fondamental de cette arme nucléaire. Un petit point sur ce que vous dites, sur la dissuasion, justement. Si l'Ukraine n'avait pas renoncé ses armes nucléaires au moment de son indépendance et ne les avait pas toutes remises à la Russie, elle ne serait peut-être pas dans la situation où elle est aujourd'hui. C'est ce que s'appelle la force de dissuasion, oui, la réponse du faible au fort. On peut même dire que si la Russie n'avait pas été la première puissance nucléaire, une puissance nucléaire tout le monde, il y a longtemps que Moscou a été bombardé par l'OTAN. Donc la dissuasion nucléaire, c'est l'assurance survie des nations. La dissuasion nucléaire de la France, elle est totalement indépendante. C'est ce qui la différencie de celle des Britanniques. Et c'est un point très important. On le rappelle, les Anglais ont le système, enfin les Britanniques ont le système de la double clé avec Washington et ont des missiles américains. Exactement, ils ont des missiles américains. Donc normalement, c'est les Britanniques, c'est les Américains qui ont la clé. Il y a un point quand même qui est important. Nous avons baissé la garde d'un point de vue militaire. Par contre, nos dirigeants, depuis 1989, l'effondrement du mur de Berlin, puis de l'Union soviétique, ont eu la sagesse de maintenir sous tension, au meilleur niveau, de forces de dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, on a une dissuasion qui repose sur la stricte suffisance, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix entre l'efficacité, l'entraînement, les moyens et les objectifs à frapper. Cette stricte suffisance, elle est suffisante pour protéger les Français. Et c'est celle-ci que la loi de programmation va renouveler, va moderniser de manière à ce qu'on soit aussi efficace en 2040 qu'on ne l'est en 2023. Qui dit force de frappe nucléaire dit très haute technologie. On a encore toutes ces hautes technologies. On fait les sous-marins à Cherbourg, les missiles, on les teste à Biscarrosse. Est-ce qu'on a encore cette technologie en France? Est-ce qu'on n'a pas abandonné certaines parties comme on l'a abandonné dans d'autres cas? Je pense au réacteur nucléaire d'Alstom. Ça, c'est tout l'enjeu. C'est effectivement, d'autant plus qu'on ne peut pas rester sur des technologies d'il y a 5 ou 10 ans. Il faut sans arrêt les mettre à jour, les faire progresser. Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est l'enjeu d'avoir des ingénieurs, d'avoir des écoles qui les forment. On est vraiment sur une chaîne. Et il suffit qu'il manque un maillon de la chaîne pour que l'ensemble ne puisse plus fonctionner. Vous voulez réagir? Vous avez raison, c'est important de rappeler que c'est un système complexe, industriel complexe, opérationnel complexe, qu'il faut en maîtriser chacun des composantes. Et il y a des composantes aujourd'hui qui nous échappent, mais il y a une volonté de récupérer l'ensemble des composantes pour qu'on puisse reste maître et reste totalement souverain et indépendant pour la mise en œuvre d'une dissuasion qui ne concerne pas, je pense c'est important de le dire, parce que c'est que la France. Nous protégeons de facto. La dissuasion nucléaire protège de facto les pays qui sont autour de la France. Il n'y a pas de raison que les intérêts vitaux de la France soient différents des intérêts vitaux des autres pays. Donc notre dissuasion, sans qu'on la partage avec nos voisins européens, protège également les voisins européens. Je pense même qu'elle protège plus les voisins européens que la dissuasion américaine qui, elle, protège les grandes villes américaines. Oui, vous voulez réagir, Raphaël Chorency? Oui, tout à fait. Je pense que ce que vous venez de dire est un point clé, c'est que la véritable garantie stratégique en Europe est la garantie nucléaire française. Pourquoi? Parce que nos frontières sont proches de celles de nos voisins européens. Quel Américain prendrait le risque de s'attirer une riposte nucléaire sur Washington ou New York pour un pays européen? La France est voisine, donc en fait nos intérêts sont intrinsèquement liés, ce qui n'est pas forcément le cas des intérêts américains. Excusez-moi, ça date de la 4e République, donc c'est pas d'aujourd'hui. Un sénateur américain avait dit « Je ne vais pas risquer New York ou Los Angeles pour Paris ou Londres ». Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains risqueraient New York ou Los Angeles? Pas pour Paris, parce qu'on se défend tout seul, pas pour Londres, parce qu'ils ont l'arme nucléaire, mais pour, je sais pas, moi, Berlin ou Rome. Il faut poser la question au président Biden. Ah bah écoutez, on va l'appeler. Vous pensez que c'est pas ça la vraie question? Est-ce que le parapluie américain a pas ses limites quelque part? Parce que les Américains, ils n'ont pas encore un débarquement sur la Californie ou l'État de New York. Hein. Alors, oui.
il a ses limites et il a également ses dangers. Il a ses limites parce que, vous l'avez dit, aucun Américain ne prendrait le risque de faire atomiser Washington, mais il a ses dangers également, puisque l'emploi très hypothétique d'une arme nucléaire tactique en l'est de l'Europe serait beaucoup moins dangereux pour les Américains que pour les Européens. L'idée de transformer l'Europe de l'Est en champ de bataille nucléaire en prenant le pire des cas serait quelque chose de désagréable pour les Américains, de non souhaitable, et ne serait pas la catastrophe que ce serait pour les Européens. Jean-Baptiste Noé veut réagir, le général Clermont. Oui, beaucoup d'Européens se sont dit que le parapluie américain était suffisant et que finalement l'OTAN était leur armée. Et ça a été le choix notamment des pays d'Europe de l'Est. D'où les achats de F-35 partout. Oui, mais même le fait que finalement ils étaient sous la protection militaire américaine et qu'ils payaient au pot commun, d'ailleurs pas assez au goût des Américains, mais qu'ils étaient protégés. On voit que c'est en train de changer puisque la Pologne a annoncé vouloir devenir une des principales armées en Europe, que l'Allemagne a aussi annoncé vouloir réarmer, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle. Non. Et donc ces pays européens sont en train de prendre le chemin de la France, qui considèrent qu'effectivement on ne peut pas être entièrement dépendant de l'OTAN. Général Clermont. Je reviens aux Américains. Il est évident que si la Finlande et la Suède quittent leur longue neutralité, en tout cas au moins pour la Suède, c'est parce qu'elles ont peur du voisin russe et qu'elles veulent bénéficier de cette protection nucléaire américaine et de la protection des forces conventionnelles. Donc elle existe, elle est réelle, elle a psychologiquement, elle est extrêmement présente. Elle fait partie en quelque sorte du deal de l'OTAN. Mais moi, je préfère être français, avoir ma propre dissuasion nucléaire indépendante et savoir que c'est le président de la République française qui décidera ou non de l'emploi de l'arme nucléaire. On parlait souvent de la guerre technologique quand on regarde la guerre en Ukraine qui a commencé depuis quasi 1 an et demi, depuis 17 mois. On a l'impression que parfois il y a des combats de tranchées un peu style Verdun et des combats de Russes style Stalingrad. Et quelles leçons peut-on tirer de ce conflit pour la modernisation de nos armées, Raphaël Chauvency? La première leçon, c'est que au cœur de la guerre, on a toujours des hommes sur le terrain et que la technologie ne remplacera jamais les hommes, ne remplacera jamais les combattants. Donc il est essentiel d'avoir effectivement une masse minimum. Il est essentiel également d'avoir les forces morales nécessaires, puisqu'on parle de matériel, on parle de tranchées. Il faut oublier qu'il y a des hommes qui combattent depuis 1 an et demi dans les conditions qui sont celles littéralement de Verdun et de Stalingrad, vous l'avez dit. Oui, certains ont utilisé la métaphore, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Général Clermont. Moi, j'étais auditionné au Sénat sur la guerre en Ukraine, ça faisait au mois de décembre 2022. J'ai rappelé quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on est otanien, ou en tout cas qu'on travaille avec les Américains. Les Américains, le concept de la force américaine, c'est le concept de la force dominante. Et ce concept de la force dominante, comment il l'applique? Il l'applique avec il commence un engagement militaire par une série de bombardements qui peut durer entre 44 jours, la guerre du Golfe de 91, oui, et puis 80 jours, qui était la guerre du Kosovo. Donc, si les Américains avaient été à la place des Russes, avaient dû faire la guerre de l'Ukraine à la place des Russes, ils auraient commencé par bombarder, par détruire tous les systèmes de défense solaire, toute l'aviation ukrainienne, pendant des semaines, autant que nécessaire, avant de lancer l'offensive terrestre. Avec les Américains, dans le cadre des États-Unis, il est peu probable, et je pense que ça a des conséquences d'ailleurs sur la programmation militaire, qu'on se retrouve dans un scénario entre otaniens, contre un pays, quel qu'il soit, avec des guerres de tranchées de la guerre de 14. Au départ, il y aura des frappes de missiles dans la profondeur, des bombardements aériens dans la profondeur, et une fois qu'on a la supériorité aérienne, qu'on a acquis même la supériorité de force, du rapport de force entre les forces alliées et les forces de l'ennemi, on envoie les offensives terrestres pour occuper le terrain, parce que c'est pas l'aviation qui occupe le terrain, ce sont les forces terrestres. Là, on a tout fait à l'envers, en quelque sorte. On a envoyé les forces terrestres, ensuite on a essayé d'envoyer l'aviation, ni l'un ni l'autre n'a fonctionné. Peut-être que les systèmes de déni d'accès antiaérien également ont progressé, ce qui fait qu'aujourd'hui, et la plupart des stratèges européens, américains, otaniens en général, partagent ce constat, c'est qu'il sera beaucoup plus difficile d'obtenir la supériorité aérienne, qui est justement la clé de l'approche tactique otanienne. Jean-Baptiste Noé. Ce que nous rappelle la guerre en Ukraine, c'est que la guerre n'est pas qu'une affaire de militaires et qu'elle engage la nation tout entière. Et on le voit en Ukraine, mais on le voit partout. Il y a question de la population qui tient, c'est-à-dire qui est prêt à faire un sacrifice. Et lorsqu'on a un engagement d'hommes important, comme c'est le cas en Ukraine, côté ukrainien, d'avoir des personnes qui étaient assez éloignées des affaires militaires, qui sont parties au front, d'autres qui résistent à l'arrière sous les bombardements à Kiev ou à Lviv. Et ça, c'est un élément qui est aussi essentiel à retrouver en France. C'est peut-être un des dangers de la loi de programmation militaire de faire croire qu'on règle les problèmes uniquement avec de l'argent, alors que c'est bien la nation qui doit être engagée. Berkov, dans tous ces états, 13h42, on parle de l'armée française et ça réagit énormément au 0826 300 300. Vous avez des questions? Vous avez entendu le numéro, je le répète, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David.
On se retrouve avec nos invités, le général Bruno Clermont, Jean-Baptiste Noé, directeur de la rédaction de la revue Conflit, et Raphaël Chauvency, notamment auteur des nouveaux visages de la guerre. Je fais vite parce qu'on a beaucoup d'appels. Direction le Calvados, direction Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, respect aux militaires et civils peut-être. Voilà, oui, j'ai eu l'occasion de travailler sur des programmes S3, M4, Hades, notamment à l'époque. J'ai entendu le général d'armée aérien. D'accord, ok. Mon général, les avions d'armes, on peut faire un peu comme les Ukrainiens actuellement. Hein, ils ont des anciens matériels russes qu'ils utilisent. Donc les catégories type Mirage, avec les bons missiliers qu'on a nous en France, on peut encore faire du bon boulot. Moi, je voulais, Philippe, David, je voulais vous rappeler une chose. Hein. Quid des manufactures françaises d'armement? Là, je parle du fantassin. Hein. Fusil d'assaut, je vous rappelle qu'il n'y a plus de FAMAS, il n'y a plus d'armes françaises, c'est fabrication allemande. Alors, on a là une dépendance, un filet à la patte. Et enfin, un dernier sujet, si vous avez le temps, quid des États européens qui sont intégrés à l'OTAN, qui pourraient être en conflit direct. Je prendrai un exemple dernièrement qu'a eu notre frégate française, qui a été éclairée par les Turcs dans leur Bosphore. Alors là, quid d'un conflit entre membres de l'OTAN. Philippe, voilà. Vous connaissez, vous avez travaillé sur Hades. Hades, c'était les systèmes de missiles tactiques qui devaient remplacer les missiles Pluton, mais qui n'a jamais vu le jour. Mais on parlait d'une chose pendant la pause, c'était par exemple les industries d'armement légères. On sait faire des Rafales et des missiles de croisière, des ASMP en France, mais on ne sait plus faire de cartouches de fusil d'assaut ni de fusils d'assaut. Comment expliquer ça? Qui veut répondre? Est-ce que là, ce ne serait pas une priorité à faire pour l'emploi et contre le déficit commercial, hein? Alors pas seulement contre le déficit commercial et pour l'emploi, je crois que justement c'est une vision à court terme qui a conduit à cette situation. C'est que nous sommes dit que l'armée ne serait plus une armée d'emploi, qu'il n'était plus nécessaire de fabriquer des armements qui n'étaient pas des armements stratégiques, destinés à l'export et destinés à nous rapporter finalement des dividendes importants pour notre balance commerciale. On avait deux usines qui tournaient, c'était Saint-Étienne pour les FAMAS et Le Mans pour les cartouches. Un mot, mon général? Non, elles ont disparu, c'est incompréhensible. Il y a 30 ans. C'est incompréhensible, mais c'est la conséquence normale de cet état d'esprit dans lequel la guerre avait disparu des paysages. Donc on maintenait la dissuasion nucléaire qui était notre assurance survie, et pour le reste, on faisait des opérations, et puis après, on verrait bien. Oui. Wait and see, comme disait Churchill. Un mot, Jean-Baptiste Noé. La Suisse a maintenu son industrie de ses armes légères, donc c'est la preuve qu'on peut être un pays extrêmement développé et d'avoir aussi une industrie de pointe dans ce domaine-là. On part au 0826 300 300. On était en Normandie, on part en Aquitaine. Bonjour Gérard de Bordeaux. Gérard? Oui. Gérard, oui, bonjour, bienvenue sur Sud Radio, on vous écoute. Oui, alors j'ai bien écouté les émissions, les invités que je salue. La question est, l'OTAN a été créée, s'il me semble, après 1945. En 49. Donc en 49, voilà, quelques années après. Donc pour faire face à l'URSS naissante. Et donc pour faire en sorte que les deux blocs Est-Ouest s'équilibrent. Bien. Mais depuis, comme l'a rappelé le général, depuis 1989-90, l'URSS n'est plus. Donc, et De Gaulle d'ailleurs était sorti de l'OTAN pour pouvoir faire une vraie armée française. Du commandement intégré de l'OTAN, c'est en 66. 66, voilà. Donc, M. Sarkozy, je crois, est revenu. On s'était retiré et donc on est revenu. Alors, la question est, un des invités a parlé de défense européenne. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi l'Europe ne construit pas cette vraie défense européenne et se retire de l'OTAN? Alors, l'OTAN, quand on regarde maintenant actuellement la politique, la politique de l'OTAN, c'est plus des décisions politiques que des décisions militaires. Alors, à part la position par rapport à la Russie, bien sûr. Gérard, on va faire réagir nos invités. La défense européenne, c'est l'Arlésienne? La défense européenne, c'est l'Arlésienne. Et aujourd'hui, on pouvait encore parler de défense européenne, si on voulait, alternative à l'OTAN. On pouvait encore parler de mort cérébrale de l'OTAN il y a quelques mois. Depuis 1 an et demi, l'OTAN s'est quand même affirmé comme étant le socle de la sécurité collective européenne. Un mot court, parce qu'on a beaucoup d'appels. Oui, c'est une position française, européenne. Mais beaucoup de pays européens ne veulent pas de défense européenne, ils préfèrent l'OTAN. Donc l'OTAN, c'est fait. Écoutez, nous avions entre 89 et 2022 la possibilité de nous débarrasser de l'OTAN. On ne l'a pas fait.
puisque l'OTAN n'avait plus beaucoup d'intérêt, puisqu'il n'y avait plus de menace soviétique, et la menace russe n'était pas encore recréée telle qu'elle est arrivée. Donc on ne l'a pas fait, donc non seulement on a vécu avec l'OTAN, mais on l'a utilisé dans des opérations non article 5, en Bosnie, en Afghanistan, en Libye, en Irak en ce moment. Donc l'OTAN est là pour tous les pays. Sauf la France, c'est l'alpha et l'oméga de la protection des Américains. L'OTAN, ce qui compte dans l'OTAN, c'est la protection des Américains, et c'est dans ce forum-là qu'ils sont prêts à travailler. L'Europe de la défense aujourd'hui, c'est d'essayer à l'intérieur de l'OTAN de créer une dynamique européenne, de manière à ce qu'un jour, les deux plaques tectoniques puissent séparer, le pilier européen qui est dans l'OTAN et le pilier américain pour basculer sur un vrai partenariat stratégique. Merci beaucoup Gérard de Bordeaux. On met le cap au sud-ouest, direction Frouzins, en banlieue de Toulouse. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Je voulais réagir à ce qui a été dit à propos du SCAF. Donc les avions en collaboration, on en a déjà fait. On a fait l'Alpha Jet entre les Allemands et les Français, il y a longtemps. Et on a dépensé beaucoup plus d'argent que les Anglais qui ont fait le Hawk 100. Il nous a coûté beaucoup plus cher l'Alpha Jet. Ensuite, on a fait le Jaguar avec les Anglais. Oui. Le Jaguar qu'on a fait avec les Anglais. Et on a dépensé beaucoup plus d'argent, par exemple, que pour le Mirage F1 qu'on a fait tout seul. Ensuite, en collaboration, il y a eu le Tornado, qui a été fait par la France n'était pas dedans. La France n'était pas dedans, heureusement. Chaque pays a dépensé beaucoup plus d'argent que les Français avec le Mirage 2000, qui faisaient toutes les missions, ce que ne faisait pas le Tornado. Ensuite, l'Eurofighter. Chaque pays a dépensé beaucoup plus d'argent. Chaque pays, je parle bien de chaque pays, que les Français avec le Rafale. Et l'Eurofighter, d'après ce qu'on peut voir au niveau opérationnel, il est quand même moins efficace que le Rafale. Il n'y a qu'à regarder les exportations. Alors là, le SCAF, c'est une catastrophe. C'est sûr que c'est une catastrophe industriellement. Et pour l'armée, ce sera une catastrophe aussi, parce que les Allemands auront des exigences qui vont à l'encontre des intérêts français. Comme le tornado. On va faire réagir, merci beaucoup Philippe de Frouzins, le général Clermont qui connaît bien les avions de chasse. Vous avez même peut-être piloté du Tornado, de l'Eurofighter, etc. Alors non, moi j'ai piloté des avions français, essentiellement. Mais même pas sur simulateur. Non, même pas sur simulateur. Ce qu'a dit monsieur est très juste. Le problème, c'est pas tellement qu'on veuille ou qu'on veuille pas du SCAF, c'est est-ce que en faisant un programme en coopération à plusieurs pays, on est capable d'être plus efficace, d'avoir des avions plus performants et qui coûtent moins cher. Tous les exemples de coopération, sauf des petites exceptions. L'Alpha Jet était une exception, mais c'est un tout petit avion, il n'est pas un avion pour faire la guerre. On se rend compte que c'est plus long, plus cher, et que ça se termine par des catastrophes industrielles. Tous les exemples qui ont été donnés sont vrais. Donc aujourd'hui, le SCAF, il est porté par une très forte volonté politique. Les industriels ont mis des conditions pour que ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne dans la phase 1B. On verra dans 18 mois, à la fin de cette phase 1B, pour laquelle il y a plus de 3 milliards, mais par 3 États, si on va au-delà, c'est-à-dire si on lance réellement un avion ou pas. Un mot en 10 secondes, parce qu'on a encore des appels. Alors, être à plusieurs, ça permet aussi d'avoir plus de marchés. Et il suffit de voir aujourd'hui ce que font les Britanniques avec le Tempest, qui s'assurent dorénavant des marchés au moment de la production du Tempest. Et également, leur projet est bien en avance par rapport à celui du SCAF. On part à Perpignan. Oui, un mot. Oui, mais non, si c'était que le Tempest, il est sur le papier, il n'a pas décollé, on l'a pas vu, et on n'a toujours pas vu de client pour le Tempest. Donc le Tempest est aujourd'hui, comme le SCAF, un programme. À commencer par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon quand même. Non, c'est un projet et c'est pas un programme. Alors, direction Perpignan, on va faire très court. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Respect à tout ce que j'ai entendu là, c'est toujours marqué sous le sens du bon sens. Je voulais juste dire une chose, je vois qu'il y a un affichage beaucoup de la féminisation de l'armée française sur les défilés du Champs-Élysées. Je voudrais savoir si un jour la Russie nous envahit, si on aura vraiment la capacité d'envoyer une armée féminisée. Comme ça, parce qu'en Ukraine, je vois que dans les tranchées, il n'y a pas beaucoup, ce sont des hommes qui se battent contre des hommes, et j'ai été déçu par le comportement des marines féminines américaines qui ont laissé leurs sœurs afghanes prendre des coups de crosse par les talibans et qui sont repartis dans des avions de transport de troupes en les laissant, les abandonnant. Est-ce que tout cet affichage, cette publicité, ça va vraiment être efficace sur le terrain dans des tranchées? Voilà, je suis un peu révolté de voir ça. Merci Alain, il nous reste à peine une minute. La féminisation de l'armée, c'est en cours, c'est une bonne chose. Et est-ce qu'on met, par exemple, il n'y a pas de femmes à la Légion étrangère ou dans les forces spéciales, commando marine, etc.
La féminisation des armées n'est pas être une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est un fait. Et les femmes qui entrent dans les forces armées occupent les places qu'elles sont aptes à occuper. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de discrimination positive. J'ai vu des femmes dans une unité de combat qui occupaient parfaitement leur place. D'autres occupent d'autres places qui ne sont pas forcément des places de combattants de première ligne. Donc aujourd'hui, ça ne pose absolument aucun souci en termes d'efficacité de l'armée française, qui est encore une fois une des plus efficaces en Europe aujourd'hui. Il y a des femmes pilotes de chasse depuis pas mal d'années maintenant. Tous les postes de toutes les armées sont ouverts aux femmes, tous les postes, à l'exception de la Légion étrangère. Vous l'avez évoqué, c'est très particulier. Je laisserai un légionnaire répondre à la question. Je ne suis pas compétent pour répondre, mais ça me semble difficile. Un mot, Jean-Baptiste Noé, en 10 secondes. Oui, alors c'est vrai que les forces armées, c'est pas que les forces combattantes. Il y a aussi un grand nombre de métiers et on voit des choses tout à fait positives à ce titre. Merci beaucoup, Alain de Perpignan. On n'a pas pu prendre tout le monde, désolé. Merci, général de corps aérien Bruno Clermont, consultant Fairfax Défense Aéroconseil, Jean-Baptiste Noé, directeur de la rédaction de la revue Conflit, Raphaël Chauvency, officier supérieur chargé de cours en intelligence stratégique à l'école de guerre économique, auteur des nouveaux visages de la guerre, comment la France doit se préparer au conflit de demain, publié chez VA Éditions. Merci à vous, on se retrouve demain 12h30 et tout de suite Brigitte Lahaye.